la Somme, Alain Chrétien, maire de Vesoul, Paul Christophe, député du Nord, et Colette Mello, sénatrice de Seine-et-Marne. Olivier Becht, pour une petite introduction sur ce thème important. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je constate qu'on a pris un petit quart d'heure de retard qui nous reviendra de rattraper parce qu'à 13h, les food trucks ouvrent et ventre affamé n'ayant point d'oreille, il faudra que nous tenions le timing non seulement de la matinée mais aussi de la journée. Alors, je suis très heureux de pouvoir animer cette table ronde et vous présenter un certain nombre de lignes directrices que nous avons commencé, et je dis bien commencé, à élaborer avec le Polydé que j'anime donc avec Fabienne Keller. Je voudrais dire juste un mot d'introduction. Jean-Pierre Raffarin a parlé de ces deux droites, bonapartistes d'un côté, orléanistes de l'autre. Et je voudrais dire que Agir a d'abord pour vocation de les réconcilier. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes un parti libéral, mais ce n'est pas le libéralisme de Thatcher ou de Reagan. C'est d'abord le parti de la liberté. Et comme vous le savez, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que la liberté n'a de borne que celle qui assure aux autres le respect et la garantie de cette même liberté. Et donc, nous avons besoin également, pour garantir la liberté, d'un État qui soit fort, qui puisse contrôler, qui puisse réguler et offrir à chacune et à chacun cette liberté, que ce soit sur le plan de l'environnement, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan du social ou que ce soit encore sur le plan des territoires. Et nous le verrons également en matière économique et en matière de culte. C'est donc l'ambition aujourd'hui de notre Polydé à Agir, c'est d'offrir non pas un cadre idéologique, mais un cadre de propositions concrètes que nous vous invitons à élaborer tous ensemble. Merci Olivier, merci. Merci pour cette introduction. Je vous propose qu'on passe immédiatement au cœur du débat, à ce qui correspond à un État ambitieux, à cette volonté qui est au cœur du projet d'Agir. Et comment ne pas commencer par l'un des enjeux actuels, et même un enjeu d'actualité aujourd'hui en France, en parlant d'environnement. Jérôme Bignon. Merci. Bonjour à tous. C'est un enjeu d'actualité, pas seulement pour la France, pour tout le monde. C'est d'ailleurs un des problèmes majeurs de ces problèmes d'environnement, c'est qu'on ne peut pas les résoudre tout seul. On a parlé d'Europe, on a parlé de la mondialisation. C'est évident que le problème de l'eau, le problème de l'océan, le problème de l'air, le problème du carbone dans l'atmosphère, ce n'est pas les Français qui représentent une partie de la population mondiale relativement faible. Certes, une partie économique très forte, une partie politique très forte, mais une partie qui nous oblige à trouver des accords. Ça a été l'objet de la COP 21, c'est l'objet de tous les sujets environnementaux aujourd'hui. Et donc, il faut avoir dans la tête que c'est un sujet qui est très collectif. C'est un sujet qui est également très transversal. Ça n'est pas un sujet dogmatique qui appartient à une partie de la population qui, pour des raisons partisanes, pense incarner à elle seule l'écologie. C'est un sujet citoyen transversal par excellence. Et nous devons, nous, ceux qui sommes à agir, ceux qui sommes engagés à agir, le prendre comme une question qui anime de façon transversale nos préoccupations à la fois doctrinales et en même temps dans l'action, puisque c'est notre objectif. Vous trouverez dans le 4 pages qui est là sur nos objectifs, vous allez trouver de quoi alimenter votre réflexion sur les... Parce qu'on ne peut pas en 10 minutes ou un quart d'heure vous dire tout ce qui concerne ce sujet, mais il va de soi que les problèmes climatiques sont au cœur de la réflexion et de l'action que nous devons mener. On le sait, mais les problèmes de l'effondrement de la biodiversité, on parle dans le document on va vers une 6e extinction. Les spécialistes peuvent se battre pendant des heures. Est-ce que c'est une extinction? Est-ce que c'est un effondrement? Quand a-t-il commencé?
français, quand peut-on le faire cesser? Mais c'est un vrai sujet sur lequel on est branché. Mais derrière tout ça, il y a la disparition des zones humides, il y a la consommation que les Français attendent plus saine, plus compatible avec leur santé, parce que derrière l'environnement, il y a des problèmes de santé. Vous voyez le problème du chlordécone chez nos amis d'outre-mer, et notamment spécialement en Martinique et en Guadeloupe, les drames que ça suscite. Donc on a une vraie réflexion collective dans laquelle nous avons l'intention d'être extrêmement présents. Pas du tout, encore une fois, de façon doctrinale, en disant nous détenons la vérité. C'est un débat que nous devons avoir entre nous, sur lequel nous devons travailler. Et comme je m'occupe beaucoup de ces questions-là au Parlement et également sur le côté du Parlement, j'invite tous ceux qui sont intéressés par ces questions, toutes celles qui veulent en parler, qui souhaitent que nous ayons une discussion approfondie, avoir une contribution, à nous rejoindre. Faites-le savoir. Mon mail, c'est jérôme@bignon.info. Vous m'écrivez et je vous réponds. Jeunes, moins jeunes, on a tous des choses à faire, tous des choses à dire. Et je pense que c'est une façon formidable de participer à notre projet collectif que de vous inscrire, parce que c'est à la fois un acte citoyen et en même temps un acte politique. Donc à très bientôt sur ces sujets passionnants. L'avenir de nos enfants, et en ce qui me concerne, pas mal de mes petits-enfants aussi, est en jeu, et donc j'y suis très impliqué. L'avenir m'intéresse. Comme dit Woody Allen, je termine, Woody Allen dit « L'avenir m'intéresse, j'ai l'intention de m'y installer quelques années ». Merci, cher Jérôme, pour cette intervention. Avec ce nouveau contrat qui se met en place avec la planète, c'est le retour et la mise en lumière également d'une responsabilité individuelle plus forte, et une responsabilité individuelle y compris face à la société. Est-ce qu'un nouveau contrat social doit être à l'ordre du jour également des préoccupations d'un État ambitieux ? Oui. Cher Paul. Bonjour à toutes et à tous. Il est clair que le modèle de protection sociale qui avait été pensé en 1945 s'essouffle, alors pour plusieurs raisons. D'une part parce que les conditions de l'époque ne sont plus celles d'aujourd'hui. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'hôpital, les EHPAD sont au bord de la rupture. On voit que la question de la dépendance s'impose à nous. On voit que la question de la réponse à la santé et à l'accès à la santé plus particulièrement est également une question dominante. Donc pour nous, bien évidemment, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est une motivation supplémentaire pour s'impliquer et travailler d'une manière collaborative. On le voit donc sur la dépendance. On sait très bien que d'ici 2050, un tiers de la population aura plus de 60 ans. On voit bien que le modèle économique qui repose tout à la fois sur la Sécu et la famille, là aussi, ne pourra pas être pérennisé en la sorte. Donc c'est un challenge qui est devant nous. Faut-il réfléchir sur une nouvelle journée de solidarité? Faut-il réfléchir sur la création d'un cinquième risque? Et je suis très heureux d'ailleurs de saluer Agnès Firmin-Lebaudot qui travaille également à nos côtés sur ce sujet pour bien vous montrer que c'est une question tout à fait transversale. Il y a aussi la place des aidants, puisque très souvent, on a préféré arbitrer les choses en disant garder les personnes à la maison, mais ça fait reposer cette charge, et pas que financière, sur la question des aidants. On a eu la chance, au nom de notre groupe, par mon intermédiaire d'ailleurs, de porter une loi en faveur des aidants familiaux, qui n'est, soyons modestes, qui n'est qu'une pièce du puzzle, mais qui nous permettait de mettre sur la table l'ensemble des propositions que nous pouvions formuler. Et là encore, ça reste qu'un travail collaboratif. C'est exactement la même chose d'ailleurs par rapport à l'offre de soins, la désertification médicale. Nous voulons être porteurs de propositions à court, moyen et long terme, parce que vous avez compris que ce n'est pas parce qu'on repousserait le numerus clausus qu'on aurait tout de suite une réponse à court terme, ce serait plutôt dans 10 ans. Donc il nous appartient d'apporter des solutions, et ce travail collaboratif a déjà proposé, prospéré, puisque je salue Brigitte Tesson qui est dans la salle, docteur de son état, et qui nous fait aussi des propositions en ce sens. Nous avons voulu vous les mettre sur la table brièvement dans le cadre de cette petite table ronde, mais en tout cas, notre volonté, vous l'avez compris, c'est d'agir d'une manière transversale, de co-construire, d'être porteur de projets. Vous avez pu voir qu'on peut avoir des succès aussi à l'Assemblée nationale. C'est parce que nous transposons non pas des projets politiques, mais des projets de société. Et comme l'a dit très bien juste Raffarin, nous sommes au service de notre pays, nous sommes au service de la France, tous ensemble. Merci Paul Christophe. Qui dit nouveau contrat social dit société pacifiée, en tout cas c'en est l'ambition. Et cette ambition, elle a été ébranlée, on l'a tous vécu ces dernières années par une vague d'attentats. Alors Olivier Bèche, comment renouveler la relation entre l'État et les cultes aujourd'hui ? Je pense qu'on vit tous une période très compliquée où nous sommes à la fois fiers du modèle de laïcité que nous avons construit depuis le début du XXe siècle et qui reconnaît à chacun la liberté de croire et de ne pas croire, et la liberté de pratiquer son culte.
Ce modèle a été bâti à une époque où il fallait protéger l'État de l'influence de l'Église. Et donc on s'est doté d'outils qui permettaient de protéger l'État de l'influence de l'Église, un modèle qui a parfaitement marché et qui reposait sur une séparation très stricte de l'État et des cultes. La religion ne s'occupait pas de l'État, l'État ne s'occupait pas de religion. Aujourd'hui, nous sommes face à un paradigme nouveau, c'est-à-dire que nous avons la branche d'une religion radicale, le salafisme, parce qu'il faut nommer les choses, il ne faut pas être naïf, qui a une vocation politique et qui souhaite, d'une certaine manière, imposer ses vues au reste de la société. Et donc, et d'ailleurs, les attentats l'ont montré, la cible n'est plus l'État. La cible, c'est la société. C'est bien la société qui est menacée. Et donc, nous devons réinventer des outils qui permettent aujourd'hui, non pas de protéger l'État contre l'influence de la religion, mais de protéger la société contre l'influence des branches les plus radicales de la société. Et ça va nécessiter, à un moment ou un autre, eh bien, d'inventer des outils nouveaux. Non pas de revoir notre modèle de laïcité, qui a fait ses preuves, on l'a dit, mais de le doter d'outils supplémentaires qui permettent justement de lutter contre ce radicalisme religieux. Et ces outils, il faudra qu'on en discute ensemble, mais je donne quelques exemples qui pourront faire place au débat. Eh bien, c'est la formation obligatoire des ministres du culte et l'agrément d'un certain nombre d'entre eux qui puissent être retirés si les choses s'écartent des valeurs fondamentales de la République. C'est le contrôle du financement des lieux de culte, là aussi pour ne pas laisser se développer au cœur de la République des gens qui prêcheraient, encore une fois, des valeurs qui seraient fondamentalement opposées aux nôtres. C'est bien sûr également le contrôle des lieux d'enseignement privés sans contrat, là où se niche parfois une éducation qui n'est pas celle que souhaite la France. C'est également le fait que nos services publics soient très stricts et interdisent toute discrimination, même positive, j'insiste sur le même positive, en fonction de la religion ou sur des critères religieux. Et puis, c'est aussi se poser la question, parce qu'encore une fois, il ne faut pas être naïf, 250 morts depuis 2015, c'est se poser la question de savoir que faisons-nous des personnes les plus radicalisées. Alors certains disent il faut par simple arrêté du préfet les mettre dans des centres de rétention, oubliant que nous sommes dans un état de droit et que dans un état de droit, on ne peut pas priver quelqu'un de sa liberté sans passer devant un juge. Mais comme je le disais aussi, il ne faut pas être naïf, il faut peut-être réfléchir aux mécanismes qui permettraient aux personnes, notamment qui ont fait allégeance à une mouvance terroriste, ce qui souvent implique de les ficher S, eh bien pour les plus dangereux, de pouvoir, devant un juge, eh bien, les placer en détention et non pas en rétention, afin de protéger cette société et de mettre en place les mesures de déradicalisation dont nous avons besoin. Voici quelques-unes, si vous voulez, de ces propositions que nous allons mettre sur la table, que nous souhaitons débattre avec vous, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau contrat entre l'État et les cultes qui complète notre laïcité, non pas pour s'ingérer à l'intérieur de la religion, mais encore une fois pour protéger la société contre ces dérives les plus radicales. Merci Olivier. Alors Olivier parlait de débat, vous avez pu le tester tout à l'heure, nous avons voulu que cette journée soit interactive. Aussi, on va prendre quelques minutes pour pouvoir vous interroger sur cette question. C'est la première de la journée, il y en aura d'autres, justement sur la relation entre l'État et les cultes et votre souhait de voir agir, s'investir sur ces questions et être porteur de propositions dans le débat public. Alors on va pouvoir passer à l'affichage de cette question et vous allez pouvoir voter pour cette question. Si la régie peut m'envoyer
le vote concerné. Voilà. Donc la question qui vous est posée, si vous avez tous vos petits boîtiers et vous vous rappelez le principe du vote, que je lancerai dans quelques instants, êtes-vous en faveur d'un nouveau contrat entre l'État et les cultes? Et derrière cette question, êtes-vous en faveur et portez-vous l'idée que Agir s'implique fortement sur ces questions? Alors, si tout le monde est prêt pour le vote, si tout le monde a son boîtier, nous allons pouvoir procéder au vote. Et désormais, le vote est ouvert. Et le vote est clos. Nous allons pouvoir découvrir le résultat. Alors vous êtes 83% à estimer que c'est un sujet d'importance majeure, que ce contrat doit être renouvelé et que Agir doit, de ce fait, s'impliquer sur le sujet. Merci d'avoir participé à cette interrogation et ça permettra au pôle idée notamment et à l'ensemble des cofondateurs et du Comité national d'action de faire avancer ces travaux. Pour continuer cette table ronde, nous venons parler de ce contrat parfois rompu avec certains membres de la société. La meilleure manière que ce contrat ne soit pas rompu, c'est de le sceller dès le départ. Et donc parler d'éducation, nous aurions pu commencer par là. Chère Colette Mello. Merci. Chers amis, parler d'éducation, c'est tout simplement parler d'avenir. L'avenir de notre société, l'avenir de nos enfants. Nous avons la chance d'avoir en France un système éducatif solide, mais qui est devenu inadapté. Inadapté malgré les nombreuses réformes qui ont pu être entreprises ces dernières décennies. Et nous avons maintenant un ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui, depuis son arrivée, a su entreprendre les réformes nécessaires pour redresser ce système. Et je donnerai un seul exemple. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire, une mesure de justice sociale. Et après une année, le résultat est tout à fait positif. Les enseignants en conviennent. Et vraiment, voilà, c'est un bon résultat. Il n'est en effet pas acceptable que 20% des élèves sortent du système éducatif, enfin déjà de l'école primaire pour commencer, sans avoir acquis les fondamentaux. Alors, ce socle commun, qu'est-il? Savoir lire, écrire, compter, c'est simple, mais encore faut-il pouvoir le faire. J'ajouterai maîtriser le numérique comme outil d'apprentissage et bien sûr respecter autrui. C'est ce que d'ailleurs le ministre aime à rappeler. L'objectif est de mettre en place un système où les fondamentaux seraient acquis avant l'entrée en sixième, permettant ainsi dans le secondaire d'acquérir d'autres compétences et je pense en particulier à l'apprentissage des langues qui est vraiment d'une grande importance, vous le savez tous. D'autre part, il n'est pas non plus acceptable que 150 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans aucun diplôme ni aucune formation. Il est donc primordial de revoir les méthodes d'orientation pour tendre vers une orientation choisie, avec la reconnaissance du droit à l'erreur et la création de passerelles entre les formations. Envoyer 80% des élèves vers le bac ne suffit pas. C'était un affichage politique et bon, il n'y a pas eu de résultat. On n'a rien vu venir dans les sondages internationaux. La France est toujours au même point. Nous avons besoin d'un système qui prépare les jeunes à l'entrée dans la vie active et les métiers de demain. L'enseignement professionnel doit être revalorisé afin de former les jeunes aux métiers qui recrutent. Il est irresponsable d'envoyer les jeunes vers des filières sans avenir. Et c'est pourtant le cas. Et puis, nous devons éduquer les jeunes à devenir des femmes et des hommes armés pour gérer leur vie quotidienne grâce à une connaissance de nos institutions, à des notions d'économie et de droit,
Nous savons à quel point notre administration est complexe et qu'il est difficile d'en maîtriser les méandres. Enfin, tout cela passe obligatoirement par une revalorisation du statut d'enseignant. Les offres d'Agir, et ça me permet de vous parler des offres d'Agir, ce sont des réunions qui ont lieu dans nos locaux après 18 h, et vous en êtes tous informés, ont permis d'échanger sur ces questions avec des enseignants, des parents, des étudiants et tous ceux qui souhaitent contribuer à notre réflexion. Vous l'avez compris, et je pense que vous partagez le point de vue d'Agir, la réussite à l'école est la mère des batailles. D'ailleurs, Alain Juppé avait affirmé en 2016 que la réforme de l'éducation nationale est la mère des réformes. Il avait raison. Je terminerai donc après ce point. On connaît les enjeux. C'est en partie grâce à l'éducation que nous relèverons les grands défis, celui de la transformation numérique, celui de la transformation climatique, mon cher Jérôme, celui de la lutte contre l'obscurantisme, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, celui des futurs métiers que nous ne connaissons pas encore, celui de la place de la France dans le monde. Merci, chère Colette. Vous disiez justement, vous nous parliez de ces défis, du défi de l'éducation, et derrière le défi de l'éducation, il y a celui de la formation tout au long de la vie, de la préparation face à une société et à un monde où les mutations technologiques, économiques se succèdent à un rythme de plus en plus rapide. Alors Olivier Bèche, comment aujourd'hui mieux préparer, mieux gérer cette formation tout au long de la vie et mieux préparer les générations à venir à ces mutations qui s'accélèrent? Vaste défi. Vaste défi, pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre l'une des révolutions technologiques les plus importantes que nous n'ayons jamais eues au cours des 2 derniers siècles. Je pèse les mots. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui à la rencontre de plusieurs révolutions qui arrivent en même temps. La première, on en parle peu, c'est la révolution des nanotechnologies. Vous savez, l'infiniment petit. On est capable aujourd'hui, et ça, c'est une conséquence aussi de la révolution numérique, on est capable aujourd'hui de graver 5 milliards de transistors sur un disque, un CD qui a l'épaisseur d'un cheveu. Première révolution. Deuxième révolution, les biotechnologies. Nous sommes en train, à travers notamment la révolution génétique, de pouvoir non seulement réparer l'homme, mais également l'augmenter, voire créer de nouvelles formes de vie qui n'existent pas dans la nature. Extraordinaire révolution, avec tous ses dangers évidemment. Nous avons la révolution numérique, celle que nous connaissons le mieux, parce qu'elle a envahi nos vies, y compris nos petits joujoux que nous transportons avec nous et dont ne pourrait plus se passer, mais qui vont se répandre, qui se répandent déjà à travers toute l'industrie, qui crée la révolution numérique pour l'industrie du futur. Et puis ensuite, il y a une 4e révolution qui arrive, dont on parle peu encore, c'est celle des sciences cognitives, c'est-à-dire des neurosciences, la capacité à mieux comprendre le cerveau humain, voire peut-être un jour à connecter l'homme et la machine. Si vous voulez, ces révolutions-là, que nous vivons déjà, mais qui vont s'accélérer à un rythme incroyable, eh bien, elles vont rendre nécessaire l'adaptation des entreprises. Et elles vont avoir besoin, ces entreprises, de toute la flexibilité nécessaire pour innover. Parce que celles qui ne le feront pas vont disparaître. Et donc, nous devons donner aux entreprises cette flexibilité pour s'adapter en permanence. Flexibilité par rapport au carcan des règles administratives, mais flexibilité également par rapport à l'embauche et à la débauche de personnel. Et en même temps, nous avons besoin de cette formation. Pourquoi? Parce que les salariés vont devoir s'adapter. Les gens vont devoir s'adapter et changer parfois très vite.
de compétences pour suivre le rythme de l'innovation. Mais cette formation ne permettra pas tout. Et il y aura aussi, à un moment ou à un autre, des périodes où les gens vont se retrouver entre deux emplois, entre deux formations ou entre un emploi et une formation. Et donc nous devons réinventer, et je parle bien de réinventer, parce qu'avec un petit regard critique, ce que nous faisons maintenant depuis quelques années, ce n'est ni plus ni moins que ce que les Allemands ont fait en 2003 et 2004 avec les lois Hartz. Et l'ambition qu'a Agir pour la France, ce n'est pas de rattraper les 15 ans de retard que nous avons avec l'Allemagne. L'ambition qu'a Agir pour la France, c'est de donner 15 ans d'avance à la France sur nos autres pays européens. Et donc nous devons trouver, mes amis, nous devons trouver un nouveau contrat qui soit à la fois un contrat économique, social et même sociétal, qui permette d'un côté d'offrir et de garantir la flexibilité aux entreprises, cette flexibilité dont elles ont besoin pour innover, et en même temps d'offrir une garantie de stabilité pour les salariés, parce qu'on ne pourra pas non plus condamner les jeunes à avoir une succession de contrats à durée déterminée, avec parfois un horizon de quelques mois seulement, alors qu'ils ont besoin de stabilité pour pouvoir se payer un loyer ou un crédit auto à la banque. Nous devons également donner une garantie de responsabilité, c'est-à-dire dire aux gens, oui, nous pouvons vous donner un certain nombre de filets de sécurité, mais il n'y a pas de solidarité sans responsabilité, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, l'individu doit aussi s'impliquer dans la société. On parlait tout à l'heure avec Paul Christophe de tout ce champ social où nous avons des défis extraordinaires en matière de dépendance, en matière d'handicap, en matière d'accompagnement des personnes en difficulté. Eh bien là aussi, le bénévolat doit pouvoir trouver sa place, la société doit accompagner ce mouvement et ça peut aussi être l'une des contreparties des aides que nous apportons ou des garanties que nous apportons dans ce nouveau contrat social. Vous voyez, il y a énormément de choses à inventer et c'est aussi le rôle d'Agir aujourd'hui. Merci. Merci Olivier. Alors, il suffit de t'écouter pour comprendre que derrière chaque innovation, le rythme est exponentiel, se cache une nouvelle innovation. Et du coup, les maîtres mots, tu les as prononcés, c'est sans doute responsabilité et équilibre. Et dans cette question, du coup, on peut se demander comment on fait en sorte que personne, qu'aucune partie de la population ne reste sur le bord de la route et que tous les territoires, dans leur diversité, soient intégrés. Comment répondre à cette question, Alain Chrétien ? Bonjour à tous. Oui, merci de me donner la parole. Je suis Alain Chrétien, je suis maire de Vesoul. J'ai été conseiller général pendant 10 ans, député maire de Vesoul. Et j'ai fait le choix en 2017 de ne pas me représenter pour rester maire accroché à mon territoire. Agir est vraiment un parti décentralisateur. Et ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde, parce que ça fait partie des choses, des points de différenciation par rapport à d'autres collègues. Et nous sommes des libéraux. Et donc, nous tenons vraiment à la liberté des territoires. Ça veut donc dire faire confiance aux territoires. Et ce n'est pas un sujet facile, parce que l'État, depuis longtemps, est un État centralisateur, un État bonapartiste avec un État autoritaire qui impulsait dans nombreux domaines beaucoup d'évolutions. Mais aujourd'hui, cette centralisation qui a construit la France pendant 1000 ans est aujourd'hui un obstacle. Pourquoi ? Parce que les citoyens ne sont plus aussi serviles qu'ils l'ont été pendant un millénaire. Ils pensent par eux-mêmes, ils contestent, ils ont des choix différents. Et donc l'État ne peut plus imposer, comme il l'a fait pendant longtemps, ses décisions partout en France. Une deuxième raison, c'est que l'État n'a plus un rond. L'État n'a plus d'argent. Quand vous avez 5% de croissance et que vous dépensez des milliards d'euros, des milliards de francs à l'époque, pour installer des centrales nucléaires, des lignes TGV, des équipements électromécaniques, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, l'État n'a plus un centime. Et donc, comment voulez-vous que l'État, aujourd'hui, impose au territoire des choses, alors que les citoyens réfléchissent par eux-mêmes, contestent, ont leur propre avis, et qu'en plus, cet État qui impose n'a pas un centime pour financer les projets qu'il imposerait au territoire. Ça veut donc dire qu'il y a une vraie révolution technocratique à mettre en place dans notre pays. Et ces hauts fonctionnaires, moi je ne suis pas quelqu'un qui tire sur les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires sont l'armature technocratique du pays.
les préfets, les sous-préfets, les directions centrales. Mais c'est un changement de paradigme qu'il va falloir leur inculquer à tous ces hauts fonctionnaires pour leur dire qu'ils ne sont plus au service de l'État central, mais au service de la France des territoires. La France des territoires doit remplacer l'État central dans le fonctionnement quotidien de notre pays. Et ça veut donc dire que désormais, et je crois qu'il y a encore ce problème au plus haut niveau de l'État, tous les plans nationaux dont on entend parler régulièrement, le dernier en date c'est le plan pauvreté, tous les plans nationaux échoueront s'ils ne sont pas construits de manière collaborative, étroite, en associant toutes les collectivités territoriales, parce que c'est elles qui désormais ont le pouvoir d'agir sur les territoires. Et vous voyez que là, il y a un vrai enjeu, parce que depuis quelques mois maintenant, il faut le dire, le dialogue entre le président de la République, le gouvernement et les territoires est difficile. Parce qu'il y a eu le contexte de réduction des déficits publics, où chacun devait y contribuer bien sûr, parce qu'il y a eu cette baisse uniforme de la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui a impacté tous les territoires, qu'ils soient riches ou pauvres. Vous savez, il y a des territoires, vous arrosez pas, ça pousse quand même. Tiens, je regarde les maïs qui sont là, qui commencent à jaunir. Mais il y a des territoires où vous n'arrosez pas, ça pousse quand même. Et il y a des territoires où vous arrosez et ça ne pousse pas. Ça veut donc dire qu'il y a bien un problème de gouvernance et de lien entre le national et le local. Donc c'est toutes ces choses-là qu'ensemble, il va falloir qu'on travaille, parce que nous devons pouvoir proposer, les mois qui viennent, et bien sûr en 2022, un vrai projet de décentralisation sincère. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1982, depuis l'acte fondateur de Gaston Defferre, tous les actes de décentralisation, ils ont été consentis par l'État, consentis de manière assez hautaine par l'État, et il faut désormais passer à un contrat sincère de délégation de services publics, de délégation de pouvoir, de délégation financière à ceux qui connaissent le mieux le terrain, à savoir les maires, les présidents de département qui gèrent la pauvreté au quotidien, les présidents de région qui gèrent l'innovation, la technologie, l'industrie au quotidien. Et donc ça veut dire une vraie révolution dans les mentalités des élus locaux qui doivent maintenant assumer leur vrai pouvoir, et un vrai changement de mentalité dans les administrations centrales contre lesquelles on ne doit pas tirer parce que c'est la richesse du pays, mais qui doivent aussi avoir leur propre révolution dans leur tête. Voilà l'idée d'agir au niveau des territoires. Merci Alain Chrétien. Alors vous l'aurez compris, on a fait le tour de toutes les grandes thématiques qui nous semblent marquer ce que doit être un État ambitieux. Donc un État ambitieux, c'est un État qui régule et qui garantit la liberté de chacun de bénéficier bien d'un air respirable, d'une eau potable et de l'ensemble des ressources que nous avons à notre disposition aujourd'hui et nous l'espérons dans les générations à venir. C'est donc un nouveau pacte avec la planète. C'est aussi un État qui garantit la liberté de s'épanouir, mais dans la responsabilité d'autrui, dans l'engagement vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est une question qui sera dans les années à venir absolument cruciale. C'est la liberté de croire et de ne pas croire, et donc de réguler la relation entre l'État et les cultes, de manière à garantir ces libertés fondamentales. C'est la liberté de choisir son avenir par l'éducation, la formation, tout au long de la vie, l'accompagnement face à l'emploi, on l'a dit, c'est essentiel. C'est la liberté d'entreprendre ensuite, de créer, d'innover, d'avoir les moyens face à ces innovations et de garantir la sécurité des salariés en ce sens. Et enfin, c'est la liberté de s'installer, de vivre où l'on le veut sans que cela soit synonyme d'une rupture de services publics ou de tout autre manque d'information ou d'accès à ces fameuses innovations. Et donc que chacun sur le territoire où il souhaite s'installer vive dans ce même contrat de société renouvelé. Avant de passer la parole à la salle pour quelques questions rapides et avant le déjeuner, je propose que l'on vote une deuxième fois sur une question d'ordre plus général, conclusive sur cette table ronde, qui va s'afficher dans quelques instants. Je vous la donne entre-temps. Souhaitez-vous que la justice sociale, dont nous avons parlé, soit un thème fort d'agir à la droite constructive? On va vous l'afficher dans quelques instants à l'écran, et pas uniquement sur les écrans de contrôle. Voilà. Donc souhaitez-vous que la justice sociale soit un thème fort d'agir à la droite constructive? Vous commencez à en avoir l'habitude. Nous allons procéder au vote avec vos petits boîtiers. Le vote est pour l'instant rouge. Nous allons lancer dans quelques instants. Et à mon top, le vote est ouvert.
Et le vote est désormais clos. Les résultats, 89% d'entre vous pensent qu'il s'agit en effet d'un thème essentiel et fort dans la démarche d'agir. Alors merci à tous. Je pense qu'il est temps de pouvoir passer la parole à la salle et que nous soyons dans cette démarche collaborative. Nous avons une première question. Je crois qu'il y a des micros sur les côtés auxquels vous pouvez vous rendre pour poser la question. 1, 2, 1, 2. Voilà, les micros fonctionnent. Vous venez, vous vous levez et vous allez au micro ici ou là-bas. Bonjour, Jean-Pierre Chemillier du Puy-de-Dôme. Guillaume, il y a un thème qui n'a pas été abordé, qui est souvent le parent pauvre, notamment dans les municipalités, c'est la culture. Et cette culture, dans les municipalités, est un énième budget. J'en connais une dont le maire a fait de la culture son deuxième budget, c'est le maire de Bordeaux, M. Alain Juppé. La culture, c'est à la fois notre vie, c'est notre histoire, mais c'est aussi et surtout un moyen de cohésion sociale. Donc j'aimerais bien que, dans le cadre des travaux d'Agir à venir, on mette la culture parmi nos priorités. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je suis très heureux du discours de M. Chrétien sur les territoires. J'avais un petit doute en écoutant la question, en lisant la question sur un État fort. Faut-il un État fort? Oui, il faut un État fort, mais un État coordinateur et non pas interventionniste. Il est important pour nos territoires d'avoir une vraie subsidiarité des missions et des compétences. Si ça n'est pas mis en place, on aura toujours des problèmes de conflits d'intérêts, des conflits de mélange des genres, et on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, la vraie dynamique vient des territoires, grâce à la loi NOTRe, qui a été une bonne loi, qui a été peut-être un peu limitée dans certaines compétences, mais en tout cas, c'est, de mon point de vue, une bonne loi dont il faut approprier maintenant toutes les dimensions. Mais vraiment, la subsidiarité des compétences est essentielle, et il nous faut un vrai État décentralisé. Il faut tourner le dos au jacobinisme et il faut être véritablement girondin. Alors, ce n'est pas parce qu'on parle d'Alain Juppé tout le temps, mais il faut être girondin dans l'administration de notre État, parce que l'innovation et l'initiative, elle est dans les territoires. Et bonjour, Vincent Weber, élu à Montévrain. Je vous ai entendu tout à l'heure parler avec beaucoup d'intérêt de la réforme de la supervision des cultes. Et moi, je viens d'Alsace, où il y a encore le concordat napoléonien. À vous écouter, on se dit que c'est un système qui avait aussi du bon, qui avait aussi du sens quand Napoléon l'a créé. Il a créé une vraie pacification religieuse. La question brûlante, celle du financement, c'est un peu la quadrature du cercle. Si on ne met pas de financement public, on ne progresse pas. Si on en met, on fait hurler, et peut-être à juste titre, sur l'emploi de l'argent public. Comment concilier cette problématique de financement pour vous? Une dernière question peut-être, et puis ensuite on fait une réponse globale. Je m'appelle Blaise Milon. Je suis ancien conseiller municipal de la commune de Tigeot, qui n'est pas très loin. Je suis aussi accessoirement ancien secrétaire général du SIEP, ça veut dire syndicat intercommunal d'études et de programmation pour la révision du schéma directeur du Demerara. Et puis dans le sport, j'ai été secrétaire général de la Ligue nationale de handball quand elle a été créée. Bon, je m'arrête là puisque j'ai entendu effectivement un couplet fort intéressant sur prendre au niveau du parti la culture bien évidemment à bras-le-corps comme en thématique. On sait qu'Alain Juppé est très attaché effectivement à ce ministère. Et moi, je suis bien évidemment très attaché à ce qui se passe au niveau du sport. Le coût des 1600 emplois qu'on ambitionne de supprimer au niveau du ministère du Sport est une atteinte à l'intérêt général du peuple français. Quand la France gagne la Coupe du monde de football, une bonne partie de la population française est dans la rue. Quand on est champion du monde, même pour des handballeurs, tout le monde applaudit. Quand on est champion olympique, tout le monde applaudit. Vous devez comprendre que le sport doit être une priorité nationale. J'étais présent au QG de campagne de Nicolas Sarkozy en avril 2007. J'ai entendu pendant une demi-heure de la part de M. Sarkozy un discours fantastique.
effectivement, sur la prise en compte du sport comme un devoir, effectivement, de considérer le sport presque comme les mathématiques. Le monde ne sera meilleur qu'avec des jeunes bien formés, en bonne santé, et le sport doit être au centre des thématiques. Et 1600 emplois de supprimer au ministère des Sports est une honte et, je le répète, une atteinte à l'intérêt général du peuple. Une dernière question, et puis ensuite on va faire une réponse enveloppée. Monsieur, vous vouliez poser une question aussi? Mais venez au micro alors. Positionnez-vous devant le micro, on prend les 2 dernières questions. Oui, bonjour, Brigitte Tesson, déléguée Vendée. Donc, tout ce que vous avez soulevé aujourd'hui est passionnant. Ce qui serait intéressant, c'est que ça puisse justement descendre dans nos territoires et que vous puissiez nous puissions développer toutes ces questions-là dans des clubs d'idées, voilà, qu'on puisse créer tout le collaboratif avec des allées et venues, des retours vers vous et vers nous. Voilà. Parce que vraiment, il y a beaucoup à dire et c'est le moment ou jamais que nos territoires s'inscrivent dans cette réflexion. Merci. On va faire une réponse aussi parce que c'est la transition géniale pour conclure ensuite. Bonjour, je m'appelle Luc Ngoué, je suis citoyen ordinaire. Ma question porte sur la laïcité. Vous nous avez proposé des outils. Dans une conception de la laïcité, il me semble plus important d'élargir le débat. Si je peux m'exprimer pour positionner d'où je parle. J'ai une formation chrétienne, je ne suis ni musulman, ni catholique, ni... Non, je suis un peu en retrait par rapport à ça. Mais il me semble que la question de l'identité de nos enfants est en jeu dans cette question de la laïcité et qu'il faudrait l'aborder de façon claire et franche. Parce que ce sont nos enfants qui sont engagés dans la destruction de leur vie et du pays qui est le leur. Donc, on ne peut pas contourner cette question-là. Il faut les aborder de front et pas simplement une question d'outils, mais une question de philosophie sociale, de comment est-ce que nous concevons la France de demain. Voilà toute mon intervention. Merci, merci beaucoup. Alors, quelques mots de conclusion. Il nous reste 3 minutes pour tenir le timing qu'on s'était fixé. Et monsieur disait qu'il était alsacien. Moi aussi, je suis alsacien. Et en Alsace, on aime bien commencer à l'heure et terminer à l'heure. Donc, un mot sur la culture et sur le sport. Oui, bien sûr. Et si vous avez lu avec attention la charte des valeurs d'Agir, c'est bien ce que nous avons dit, hein, à travers l'épanouissement personnel de l'individu dans la société par l'accès à la culture, à la création artistique, qui incarne le message laissé par notre civilisation aux générations futures. C'est vrai aussi pour le sport. Vous disiez... vous résumiez la fameuse formule « mens sana in corpore sano », hein, un esprit sain dans un corps sain. Bien sûr, nous avons besoin de ce sport dans nos quartiers, dans nos villes. Pourquoi ? Eh bien, pas seulement pour l'épanouissement, mais aussi pour la santé et pour l'intégration, pour que chacun puisse partager les valeurs qui sont aussi celles du sport. Sur le Concordat, alors, le Concordat n'est évidemment, enfin le modèle du Concordat peut quelque part être source d'inspiration, mais on ne peut pas dupliquer le modèle du Concordat qui date de Napoléon, qui avait été rédigé à l'époque par Portalis, et comme ça le calquer sur tout le territoire français. Mais évidemment, on peut s'inspirer d'un certain nombre d'idées en se rappelant que lorsque Portalis et Napoléon avaient rédigé le Concordat, il ne s'agissait pas de faire un cadeau aux églises. Il s'agissait d'abord de contrôler les églises. Il faut se rappeler de l'esprit du Concordat et je pense que ça doit à un moment ou à un autre peut-être nous inspirer. Et enfin, pour conclure sur la nécessité de diffuser ces idées. Alors je voudrais dire 2 choses très rapides, c'est la dernière minute. La première, c'est que ces idées-là sont des propositions. Et elles ne sont pas gravées dans le marbre. Nous avons une philosophie, maintenant il faut construire. Et ce qui est extraordinaire avec Agir, c'est que pour la première fois peut-être dans l'histoire politique française, nous créons un parti politique qui n'est pas une écurie présidentielle, qui n'est pas rassemblé uniquement autour d'une personne pour le guider vers l'élection suprême, mais qui est là pour élaborer un véritable projet de société. Non pas simplement en vue de gagner un scrutin, mais de faire avancer notre pays. Et avec Fabienne Keller et tous les cofondateurs,
Nous souhaitons que le pôle idée d'agir soit le lieu dans lequel nous bâtissions ensemble un véritable projet de société pour notre pays. Et on voit bien que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Quand En Marche se regarde et dit « c'est quoi le macronisme ?» Eh bien, la difficulté est là, il n'y a pas de projet de société. Et donc, c'est notre ambition au niveau d'Agir, c'est d'élaborer ensemble un projet de société. Nous n'allons pas le faire simplement avec le pôle idée au niveau national, nous allons le faire dans les territoires, dans les comités locaux. Nous ferons redescendre évidemment des propositions, des sujets de débat, et nous viendrons chez vous, en province, dans les territoires, pour animer également ces débats et les partager avec vous. C'est ça l'ambition d'Agir. Il est 13h. Je vous remercie. Bon appétit. Et à cet après-midi, pour la suite de nos débats. Et conservez bien l'accueil, tous vos sûr, petits d'Alain boîtiers de vote, s'il vous plaît. Merci.